Bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Tout et de Rien avec trois créatures fantastiques. On parle bien sûr de Manon, Mika et Jules, qui en plus d'être des êtres de lumière, sont également... et j'en ai perdu le fil de mon introduction, sont également des êtres fantastiques. Jules, t'as envie de parler, je sens, vas-y. Bonjour. Bonjour Jules, comment vas-tu ? Bien, et vous ? Ça va, mon but est de t'empêcher de manger ce coulommiers, donc du coup je vais continuer à te parler pour l'éternité. Non, ça va Mika, toi de ton côté ? Oui, ça va très bien. T'es un peu l'invité surprise de ce podcast, mais c'est toujours un réel plaisir, puisque tu as été convié ici par notre dernière invitée, à savoir Manon, comment vas-tu ? Hey, ça va et vous ? Ben ça va, et c'est surtout assez incroyable de t'avoir ici Manon, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as disparu pendant une saison J'ai entière. disparu, je suis désolée. C'est pas grave, tu as fait plein de choses qui seront sûrement en commentaire de cette vidéo, de ce podcast. Exactement. Vous pourrez aller voir ce qu'elle a fait pendant près d'un an, et ce qu'elle va continuer à faire probablement. Donc, Tout à fait, et j'ai notamment fait une grosse série de vidéos qui m'a pris beaucoup de temps avec une amie, et donc voilà, je n'avais pas trop le temps pour les podcasts, mais I'm back, bitches. Et oui, tu es de retour, tel le phénix finalement. Tu renais de tes cendres, et ça tombe bien parce que justement, tu vas nous parler de feu. Oui, je pense que ce que je préfère, ce qui m'avait le plus manqué, c'est vraiment tes transitions. Elle a un point d'immense qualité. Mais merci beaucoup. Oui, tout à fait, je vais vous parler de feu, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il fait chaud en ce moment. Enfin, pas là tout de suite maintenant, mais en général, et pas seulement parce que je suis en visio avec les trois plus gros beaux gosses de la Terre, mais plutôt de manière générale. Voilà. Non, pour être un peu plus sérieux, parce que cette chronique ne va pas être drôle, bien sûr, donc je compte sur vous pour la rendre drôle. Il fait tellement chaud, en fait, qu'on commence carrément à avoir des réfugiés climatiques, et que tous les pays du monde sont maintenant concernés par un phénomène dont le nom commence un petit peu à nous arriver aux oreilles, les méga-feux. Est-ce que vous connaissez les méga-feux ? Alors, pour le plaisir de ta chronique, et puis évidemment pour son bon déroulé, je vais dire non Manon, c'est quoi un méga-feu ? De toute façon, même si vous connaissiez, c'était pas forcément le cas de nos auditeurs et auditrices, donc je l'aurais expliqué quand même. Donc soyez honnêtes. J'aurais rêvé que tu dises bah si. Ah bon bah d'accord, ok, ça Allez, va, c'est fini. Ok, bon bah voilà. Allez, à toi Marc. Est-ce que vous connaissez du coup ou pas ? Moi oui, mais après je sais pas, j'ai de vagues idées sur comment ça se forme et pourquoi ça se forme, mais je suis certain que tu vas nous apporter toutes ces précisions supplémentaires. Bien sûr, que je tu ferai éclaires une ma joie. lanterne. Oh. Oh, les jeux de mots avec le feu, ça démarre maintenant. Et ça va partir du feu de Dieu. On va péter Oh le là. On rappelle qu'à la fin de cette chronique, on va tous être descendus en flammes. Oh. C'était pas la plus inspirée, ça, on va pas se mentir. Pas mal. Merci. Franchement, cet audio était tout feu tout flamme. Oui. Bon, calmez vos ardeurs, c'est c'est une bon. heure de jeu Oh de mots. là. Donc les méga-feux. Les méga feux donc. Les méga-feux sont des feux de forêt qui, comme leur nom l'indique, sont des feux encore plus gros. Vous en avez forcément entendu parler, notamment dans vos médias d'information, hein, parce que même si certains n'étaient pas qualifiés de méga-feux, il y en a eu qui sont passés très très proches de chez nous. Par exemple, on peut penser aux feux du Canada cette année, qui sont qualifiés de méga-feux, mais aussi aux feux de Gironde de l'année dernière, dont vous avez très 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 certainement entendu parler, ou encore la Californie en 2018 ou l'Australie en 2019 et 2020. Ce qui est difficile, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de définition vraiment précise de ce qu'est un méga-feu. On ne sait pas vraiment si on doit se baser sur le nombre de victimes, sur les hectares de surface brûlée ou encore sur le coût financier des dégâts. Par exemple, là où les feux de Gironde, qui ont vraiment profondément marqué notre territoire, ont détruit finalement que 320 km², les méga-feux du Black Summer en Australie ont brûlé 240 000 km, qui a engendré environ 6 milliards de dollars de dommages et la mort de 33 personnes, sans compter bien sûr la faune qui a péri dans l'incendie et qui n'a pas pu fuir. Voilà. Donc, à côté de ça, notre petit feu de Gironde, il a l'air un peu con, mais les deux sont qualifiés de méga-feux. Alors, comment savoir à quel type de feu on a affaire ? D'un méga-feu, on sait 3 choses. La première, c'est qu'il brûle beaucoup plus fort qu'un feu de forêt classique. Certains écosystèmes sont résilients au feu. Le passage d'un feu de forêt normal, entre guillemets, va donc être plutôt bénéfique à ces écosystèmes.
Certaines espèces sont ce qu'on appelle pyrophiles et vont avoir besoin du feu pour prospérer, comme c'est le cas dans les pinèdes méditerranéennes par exemple, où la pomme de pin va carrément s'ouvrir pour relâcher ses graines au moment où un feu va passer. Il y a aussi des insectes qui vont profiter des troncs calcinés, comme la mélanophile, un petit coléoptère couleur charbon qui va pondre ses larves dans le bois pour que les larves se nourrissent du bois. Et le passage d'un feu classique va limiter aussi la compétition entre les arbres, et en brûlant les rejets, et même fertiliser le sol grâce à ses cendres. A l'inverse, notre méga-feu, il va absolument tout détruire sur son passage. En fait, il brûle avec une telle intensité qu'il va absolument raser toute la vie en sous-sol. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir l'année dernière d'ailleurs avec les feux en Gironde, où on a vu aux infos l'hiver dernier l'info que le feu dormait en sous-sol. En fait, c'est qu'il attendait qu'il fasse assez sec pour repartir. Ok, putain. Ouais, c'est plutôt métal. Bah carrément, ouais. C'est énorme. C'était assez fou effectivement de se dire que ce qui leur faisait peur justement, c'était que genre un feu pouvait reprendre 500 mètres, voire des fois même 1 kilomètre plus loin, parce que en fait juste c'était chaud en sous-sol. C'était assez hallucinant. Ouais. Carrément. Puis c'est pas le pire en réalité, parce que parfois la chaleur elle est tellement forte qu'en fait il va y avoir des courants d'air chaud qui vont créer des pyrotornades, donc des tornades de feu, qui vont se déplacer, envoyer des débris, qui vont parfois du coup sauter les rivières et continuer en fait de propager le feu. Si les conditions sont réunies, le méga-feu va pouvoir même générer son propre microclimat avec des vents tellement violents qui vont changer brutalement de sens d'un coup et qui vont bien sûr changer la direction du feu, qui va vraiment rendre très difficile la tâche pour les pompiers, je vous laisse imaginer. Pire encore, les panaches de fumée que ça va générer vont pouvoir monter jusqu'à 15 km de haut parfois, donc soit la troposphère, donc c'est la hauteur de nos avions, et à ce moment-là ils vont pouvoir se transformer en pyrocumulonimbus, en pyrocumulus, qui vont eux aussi se déplacer, faire des orages, faire des éclairs. Et si la forêt est trop sèche, ils vont continuer de mettre le feu à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de là. Sympa, hein? Ouais. La vache. Donc, je vous ai dit que ça n'allait pas être drôle aujourd'hui. Donc, en gros, notre méga-feu, il va s'auto-alimenter. Okay. Et comme il s'auto-alimente, il va brûler beaucoup, beaucoup plus de surface. Et c'est aussi ce qui fait sa dernière particularité, c'est qu'il est inextinguible. Il est impossible d'éteindre un méga-feu. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les capacités de le faire, parce qu'il est imprévisible, parce qu'en fait, juste on n'a pas le matos, on n'a pas les ressources humaines, et du coup, on peut soit attendre que la météo le fasse pour nous, soit essayer de s'en prévenir. Chacun de ces feux a sa particularité, sa violence propre, et comme les ouragans, en fait, maintenant, on en vient à les nommer, à les qualifier de monstres ou de bêtes, et à leur donner carrément des noms. Ça aussi, Histoire de raison. Métal, en fait. On se croirait dans une mythologie, tu vois, où chaque feu aurait son propre dieu, tu vois, le dieu de la colère, le dieu du tonnerre et tout. Ça envoie du bois, en vrai. Mais du coup, par exemple, pour essayer de les limiter, est-ce que de raser une forêt, genre mettons il y a un méga feu, on essaie de lui couper l'herbe sous le pied, est-ce qu'il arrive quand même à progresser malgré ça, genre sous le sol ou par juste avec les tornades, aérien quoi? En fait, ça dépend. J'imagine que ça dépend de la surface que tu brûles, mais c'est une des techniques en effet de faire des zones tampons. En fait, le feu, ça fonctionne sur un système de triangle. Le feu, il a besoin de 3 choses. Il a besoin d'un combustible, parce que vous avez des exemples de combustible. Le bois. Le bois. Le papier, la chair humaine. Oh, pardon. La tourbe. Le gaz. La tourbe, tout à fait. Tout ce qui va brûler, en fait, voilà. De combustible, il a besoin de comburant. L'oxygène. C'est l'air. Tout à fait, c'est l'air. Et il a besoin d'une énergie d'activation. La friction ou la percussion. La friction, la percussion, un éclair, une forte chaleur, peu importe. Un connard en camping. En fait, un connard en camping, un mec qui jette un type qui jette son mégot. Du coup, en fait, il nous faut... Mettez un pouce bleu si vous jetez vos mégots par terre. Si vous jetez vos mégots par terre, mangez votre clavier. Si on veut arrêter un feu, entre guillemets, le mieux c'est de le priver d'un de ces éléments-là. Mais parfois ça suffit pas. Mais il faut combiner plusieurs trucs quoi. Du coup, il s'arrête tout seul à un moment donné. Ouais. C'est ça, c'est un peu ça, il faut qu'il s'arrête tout seul. Du coup, les méga-feux, au bout d'un moment, c'est qu'ils s'arrêtent parce qu'ils ont plus rien à cramer. Exactement, ils ont plus rien à manger. Ou alors il pleut, ou alors, il peut y avoir plusieurs... il faut qu'ils meurent de faim ou étouffés. Exactement. À moins d'avoir une cloche géante et de la poser dessus pour le priver d'air, c'est... Voilà, c'est ça. Si on prive d'un comburant, normalement... il s'éteint lui-même, mais en fait c'est des... Sur 230 km², c'est difficile de couper l'oxygène quoi. Voilà, puis c'est des surfaces tellement énormes en fait que voilà. Puis en fait le temps que même s'il y a s'il y a un départ de feu, le temps que tu l'éteignes, autant il y en a un autre à cause
1000 trucs. Donc, Sur un départ de feu, ce serait possible d'isoler le problème et éventuellement de faire ça, mais sur un incendie déjà créé, ce qui est généralement le moment où les pompiers, les soldats du feu commencent à intervenir, c'est déjà trop tard. c'est ça. Pardon, je suis désolée, ma voix va faire de la merde et je vais tousser beaucoup et faire beaucoup de parce que je suis malade. C'est pas grave. Je mettrai ma main au feu que ta chronique va quand même être géniale. Oh là Je vais là. être à couper le souffle. Oh là là. Non, mais mesdames et Je ne peux plus. donnez des Oscars à ces jeunes gens, quoi. Oh là là, ils nous mettent le feu ce soir, c'est quand même... Marc, tu viens de mettre le feu aux poudres là. Ah là là. On rappelle que c'est... Et là, je réalise lentement que c'était une erreur. Et- J'aurais dû leur dire de se taire bien plus tôt. Bah voilà, c'est tout. Non, je déconne. Putain. Marc, est-ce que c'est toi qui as la main sur le... On l'a tous, mais c'est Marc qui l'a fait, oui. Vous pouvez tous le faire à n'importe quel La moment. chronique va être un enfer à monter, mais on t'embrasse, Marc. Tu joues avec le feu, Marc. Ah, vraiment. Ah. Oh mon dieu. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui d'aller se rendre compte directement des dégâts d'un de ces monstres en allant faire une balade dans la petite ville de Paradise. Ok. Paradise se trouve en Californie du Nord, sur un haut plateau boisé de la Sierra Nevada, bordé par plusieurs canyons. Elle est reliée à la ville universitaire de Chico, qui compte environ 50 000 personnes, ce qui en fait la deuxième plus grande ville du comté de Butte. Et bien qu'elle soit pas du coup si isolée, elle se retrouve quand même au milieu d'un environnement très particulier, une très dense forêt de vieux conifères. Alors je sais que je suis en compagnie ici de personnes très attachées à leur paysage naturel, et il faut bien imaginer que c'était d'autant plus le cas pour les habitants de Paradise, parce qu'ils sont extrêmement attachés à leur forêt, à leur vie proche de la nature, et aussi probablement parce qu'ils sont américains, et que l'américain aime son pays. Parce que tu appelles pas une ville Paradise si c'est pas terrible autour et que t'es à deux. Voilà, c'est un peu de la merde, voilà. Mais du coup, je n'entends personne me dire que c'était peut-être pas la meilleure des idées d'aller s'installer en pleine forêt californienne alors qu'il fait 40 degrés l'été et que ça crame tous les 4 matins. C'est vrai que... Il le savait peut-être pas en y allant. Voilà. Alors, bon, il y a Après, toujours eu plein de plus gens ou moins qui des vivent dans le feux. sud de la France et le maquis crame tous les ans. Tout à fait. Ouais. Il y a des gens qui vivent Tout sur à des fait. îles avec des tremblements de terre et des tsunamis. Est-ce que c'est pas Complètement, juste ou les des, humains ou qui des font insectes n'importe et des quoi, en animaux fait. qui veulent les buter en C'est permanence. clair. Mais voilà. Mais bon, c'était le nord de la Californie, donc en vrai, il fait un peu moins chaud. On se sent plus en sécurité dans les arbres, etc. Parce qu'il fait plus humide, voilà. Mais rappelez-vous de notre problème croissant, celui du réchauffement climatique. Et oui. Non, ça n'existe pas, pardon, excusez-moi. Il faut que je trouve autre chose. C'est cyclique. C'est cyclique, ouais, voilà, c'est ça. Notre pauvre réchauffement climatique, il fait que aujourd'hui, plus aucune région du monde n'est épargnée par les méga feux. C'est-à-dire que carrément les Bretons maintenant ils ont un plan d'action contre les incendies de forêt. Hein. Donc, Les on est là. Bretons, ah ouais. Et oui. S'il y a eu des feux, je sais pas, enfin Mais c'était il pas n'y des a méga pas feux, la mais il y a eu forêt de des feux. Brocéliande qui a cramé il y a pas longtemps. Ouais, c'était pas un méga feu, mais ça a cramé. Du coup maintenant voilà, si les Bretons ont un plan anti-incendie, je pense que le monde peut s'inquiéter. Tu vois. Ouais, de ouf. Alors, pour la petite anecdote, j'en profite. Et ce sera ma chronique unique. Voilà. Ah, avec la superbe. Voilà. Vas-y. Une chronique dans la chronique. À la chronique Into the Chronique. Alors, je suis allé à Brocéliande pendant mes vacances cette année. Et effectivement, tu as raison. La forêt de Brocéliande a cramé. Mais c'est assez récent. Ça doit être des années 60-70. Et en fait, la légende raconte. Donc, si vous allez visiter Brocéliande aujourd'hui, il y a un arbre nord. Ah putain, l'arbre d'or. Exactement. Et en fait, la légende raconte que c'est les divinités de la forêt qui sont venues replanter en fait les arbres et qui sont venus les protéger juste après cet incendie. Et que ceux qui sont venus voler l'or, parce qu'en gros il y a un arbre doré et vous avez 4 autres arbres autour qui sont cramés. Voilà. Et en fait, il est dit que ce sont 4 arbres, sont simplement les personnifications de gens qui sont venus pour voler l'or et qui se seraient retrouvés transformés en arbres morts, donc en statues, puisqu'ils sont du coup, en gros, ils se sont retrouvés un peu fossilisés, ces arbres, enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils l'interprètent, et que pour que ça n'arrive plus, les léprochaunes de la forêt et les petits lutins ont créé une espèce de petite barrière de pierre, parce que vous avez plein de petits picots en pierre qui sont devant l'arbre nord pour éviter que de futurs voleurs viennent tout simplement piquer les branches de l'arbre. Bon, la réalité des faits, c'est que c'est en fait une pierre correspond au nombre de personnes qui sont venues pour aider à replanter la forêt plus tard, et que le mécénat a fait que ils ont gardé une partie de cet endroit qui avait cramé, puisque manifestement c'était là que s'était tenu le départ du feu causé par la foudre.
Voilà. Stylé. Mais comme c'est la forêt de Brocéliande, qu'elle est extrêmement mystique, liée à l'histoire de Merlin et de plusieurs saints, du coup ils ont inventé cette petite histoire qui est C'est mignon. ma foi tout à fait folklorique et très Bah oui. sympathique. Mais Non, oui, Effectivement, on aime bien. Pour y être allé cet été, je peux vous dire que c'était Oh. particulièrement sec et qu'à certains endroits de la forêt, j'ai eu chaud alors que j'étais en Bretagne. Et c'est voilà, moi je suis du Eh oui. sud, alors je peux vous dire que normalement la Bretagne, dans mon esprit, c'est quelque chose où C'est le tout nord. le temps il fait froid, etc. Et Mhm. j'ai eu très très chaud, on a senti la canicule et c'était assez inquiétant dans une forêt. Ah oui, non, mais ça pue la merde, hein. Fin de la parenthèse, on retourne aux trucs qui sont pas marrants. Bah oui, du coup, on reste dans la thématique parce que les chaleurs et les sécheresses, c'est de pire en pire, en fait, hein, tout simplement. Et notamment en Californie, et là où les pompiers, là-bas, sont habitués à gérer des feux de forêt quand même assez vénères de base, en fait, ils vont totalement être surpris et impuissants face à un méga feu qui s'est déclenché et qu'on a appelé campfire, donc feu de camp. Pour nous mettre en immersion, nous allons pouvoir ensemble ouvrir un site internet. Vous pouvez ouvrir le site internet d'un artiste photographe qui est venu donc au Quai des Savoirs, là où je bossais sur une exposition sur le feu, sans aucune originalité, d'où ma chronique. Vous pouvez tout simplement taper Maxime Richer avec un et Paradise sur Google, et c'est le premier lien. Donc maximeriche.com/paradise. Ok. Donc en 2018, près de Paradise, un feu se déclare sous une ligne à haute tension. En seulement 4 heures, la ville va être totalement réduite en cendres, et le feu fera plus de 80 victimes humaines. À l'approche du feu, les témoignages sont assez poignants, hein. Les personnes sortent de chez elles à la hâte, mais elles se retrouvent très vite coincées dans leur voiture, tout simplement, avec une chaleur atroce, sans pouvoir ouvrir les fenêtres, avec du feu de chaque côté de la route. Et les maisons et les arbres s'allument les uns après les autres comme des torches. Du fait de son ampleur, l'incendie a brûlé plus d'1 million d'arbres et a complètement du coup transformé le paysage de Paradise. 90% de la ville a été rasée par le feu et les habitants eux-mêmes, en fait, se perdaient dans leur ville parce qu'ils reconnaissaient juste plus rien. Dans l'article de la doctorante Élise Boutier, appelé Crise climatique, crise politique, quand l'incendie le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis affecte la perception de la forêt, on peut lire le témoignage suivant. Cheryl raconte ainsi que le fait de voir la disparition l'a saisie à la gorge. Elle a d'abord bafouillé quelque chose d'inintelligible, puis est restée muette plusieurs heures. Abasourdie, incapable de dire ce qu'elle voyait et ce qu'elle ne voyait plus. Plus rien sur quoi poser les yeux. Les paysages étaient aplatis, les maisons réduites en cendres. Seules les colonnes de cheminée étaient encore debout, plantées au milieu des décombres. La matière réduite en poussière, incinérée. Les conifères, auparavant verts, majestueux et rassurants, ressemblent... Excusez-moi, hein, apparemment lire c'est compliqué. J'aurais dû faire le CP une deuxième fois. Les conifères, donc auparavant verts, majestueux et rassurants, ressemblent désormais à d'immenses allumettes désossées. Déplumées de leurs épines, ils ont l'air d'avoir été mis à nu, et leurs branches ainsi exposées dévoilent leur squelette. Vous êtes dans l'ambiance, c'est bon ? Carrément. Ouais. Moi, je regarde les photos, Bon. elles sont incroyables. Les photos sont ouf. J'arrive pas à piger ces arbres rouges, c'est à cause de la chaleur ? Ouais. En fait, il utilise un film argentique infrarouge Ok. sur plusieurs photos. Qui fait, en fait, lui, il travaille qu'en argentique et donc en fait, ça va être une Oui, pellicule d'accord. plus ou moins. Enfin, j'essaie d'expliquer ça rapidement, mais qui est infrarouge. En fait, ça va mettre des couleurs très très flamboyantes. Alors, c'est pas sur toutes les photos, mais en fait, lui, il y est allé après le feu en 2018 et du coup, en fait, le feu était déjà passé. Il voulait vraiment rendre compte de ce paysage brûlé, en fait. Donc, il a utilisé cette technique photographique qui est assez intéressante, je trouve. Mais ironiquement, vraiment, c'est magnifique en fait, c'est ça. Ouais, le- Ouais, c'est super beau. C'est le merveilleux. plus étrange. Mais vraiment, genre la colonne fumée là, Mmh. la photo avec Mm. le paysage, et elle est oufissime, elle Ouais, est puis inquiétante. Mais T'as aussi oufissime. la photo avec le brouillard, Mhm. l'espèce de brouillard Ouais. jaunâtre là, elle est. Ouais, Mm. tout à fait, ouais. Et fun fact, non, le gars. le domaine de l'infrarouge est utilisé en télédétection depuis satellite pour faire des cartographies de végétation, justement. Ah, stylé. Ah ouais, Puisqu'on distingue les différentes essences d'arbres en fonction de ce qu'elles relâchent, on distingue vraiment bien. Et, incroyable. ça se fait très bien. Vous voyez, vous êtes pas là pour rien, même si Bah vous avez oui. pas de chronique, Ouais, putain, ouais. vous dites des trucs sur Internet. Je l'avais dit qu'ils étaient brillants au début. Donc C'est- Maxime Richer, Bluffant. lui, il va aller à Paradise et il va interroger les habitants qui ont subi la tragédie. Si vous voulez vraiment bien vous foutre les boules après la chronique, vous pourrez regarder le documentaire photographique qu'il a fait sur le sujet, qui est sur la page que je vous ai dit d'ouvrir. Il associe en fait des photos au récit des personnes qui vous parleront donc de comment ils ont pu revenir sur les lieux seulement après que les corps aient été évacués des voitures parce que ça bloquait l'accès à la ville et que bien sûr il y a un bouchon énorme qui s'est créé et que les gens sont morts brûlés dans leur voiture. Enfin, je pense plutôt à l'étuvée un peu comme dans un four. Ça devait être très très sympa. Ils parleront aussi des membres de leur famille qu'ils ont dû enterrer ou encore de la terreur d'entendre son enfant paniquer au téléphone alors qu'il est en proie aux flammes et de ne pouvoir absolument rien faire.
Mais cette chronique est déjà pas drôle, donc on n'ira pas plus loin sur ce sujet-là. Mais pour rendre compte vraiment du passage du feu, il va utiliser ce filtre infrarouge. Et si vous allez sur sa page Instagram aussi, il a développé une nouvelle technique récemment. En fait, quand il était là-bas, il a ramassé des cendres de l'incendie et en fait, il a fait tout un tirage photo qu'il a développé avec les cendres. Et du coup, ça a un rendu vraiment très très cool, avec du relief et tout ça, et des cendres vraiment sur les photos. C'est très stylé. Il a bossé avec... je ne sais pas comment on appelle les gens qui développent les photos, mais c'était cool. Je sais plus. Je sais pas. Je suis, mais je sais pas. Je suis également, mais Ouais, un développeur, mais bon, ça marche pas trop. je suis pas sûre. Bref, les voilà, années bah, beaucoup gloire à commencent. eux, Laboratoire de ils bossent photo. vachement bien. Un laborantin. Un borantin de Parce que photos. Un Argentin. Argent. Tu m'as dit qu'il faisait de l'argentique, alors. Très drôle. Incroyable. Ah, merci. Cette vanne était folle. Bon, on rappelle qu'à la base, il y a quand même eu plein de morts, mais. Donc, Voilà, donc tout le monde C'est est pour- mort. C'est pour désamorcer voilà, on met des Ouais, mots non, mais pour c'est désamorcer la tristesse. C'est pour ça. Non, t'es obligé de rire quand c'est C'est vrai, quand c'est nul. dramatique, t'es obligé de rire. Non, mais bien Je suis sûr. d'accord. Sinon tu pleures, sombres quoi, en dans fait. la désolation. Ouais. Voilà. Et un petit peu comme les habitants de Paradise d'ailleurs. Et pardon, tout fort. Du coup, malgré la désolation, les habitants sont là, hein, bien présents et presque palpables sur les photos de Maxime Richer, qui, en les montrant, veut en fait essayer de parler de la capacité humaine à se reconstruire. Donc ces habitants, ils veulent revenir, ils veulent venir habiter à nouveau sur ces terres qui sont maintenant désolées. Et comme ils ont tout perdu, bah techniquement, il y a une aide de l'État qui est prévue pour les aider à réhabiliter l'endroit. Mais cette aide, en fait, depuis 2018, ils l'attendent encore. Donc Ouais. ils l'attendent encore dans leur caravane, au milieu des cendres, sur ce qui reste de leurs anciennes maisons. Ouais. Voilà. Ils l'attendent encore parce que les gouvernements déjà sont jamais les plus rapides pour ce qui est de verser des millions de dollars. Et aussi parce qu'en fait, il est très très difficile de désigner un coupable quand le problème est aussi large. 2 jours après l'incendie, Donald Trump a réagi sur Twitter et accuse... À votre avis? Allez, let's go. c'est Les de gauchistes. l'écoterrorisme. Non, ça va. Les Mexicains. Non. Il y a la Chine. Non, mais je voulais juste voir jusqu'où vous pouviez aller, mais c'est assez... Ça va, il Ah, est on peut resté- aller vachement plus On loin. peut dire les juifs aussi. Il est hein. resté assez Ouais, chill. voilà. Non, il accuse juste la mauvaise gestion des forêts. Ah, ok. Donc voilà, il accuse les institutions en charge des forêts, mais aussi les habitants eux-mêmes, qui Ah. soi-disant n'auraient pas ratissé correctement leurs parcelles, etc., et ce qui aurait donné à manger méga feu, en gros. Ce que j'allais dire, il peut pas blâmer le réchauffement climatique puisqu'il croit pas. Donc... Exactement, bah voilà, il fallait trouver quelque chose d'autre. Voilà. Alors, malgré tout, hein, effectivement, la mauvaise gestion des forêts et la mauvaise gestion des parcelles de forêt par les habitants sont aussi un facteur. Enfin, on a parlé du triangle du feu, bah oui, effectivement, si on fait n'importe quoi et qu'il y a beaucoup de combustible à manger pour le feu, bah forcément, ça va aggraver le problème. Mais bon, c'est un problème tellement plus large. Et ces habitants, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que après le feu, bah, vu que la forêt n'était pas à la commune, en fait, il y avait beaucoup de parcelles qui appartenaient aux habitants. En fait, sur leur propre parcelle, ils refusaient de faire tomber les troncs calcinés, dans un espoir un peu vain que ces arbres ressuscitent d'une quelconque manière, en prenant du coup le risque de voir ces totems s'effondrer sur les structures en reconstruction ou sur quelqu'un. Et en fait, ça montre alors soit un déni et un biais d'optimisme rarement observé, si vous voulez mon avis, chez une population déjà traumatisée, soit comme observé par la youtubeuse David de Recherche qui a fait une vidéo sur le sujet, en fait une totale méconnaissance de l'écosystème dans lequel ils étaient si fiers de vivre, ces habitants de Paradise. Et quitte à pointer tout le monde du doigt, Trump il aurait aussi pu accuser les pompiers, en fait, tout simplement, qui en éteignant chaque petit départ de feu depuis des décennies, empêchent tout simplement la forêt de se réguler, en fragilisant paradoxalement encore plus l'écosystème. Il y a un reportage sur Arte qui s'appelle Californie, le feu par le feu, qui parle très bien et met vraiment bien en lumière le fait qu'il y a très longtemps, en fait, les natifs, ils entretenaient les forêts grâce au feu. Alors, soit en le laissant brûler quand il se déclenchait naturellement, soit en l'allumant quand les bonnes conditions sont réunies, en fait, qu'il n'y a pas trop de sécheresse, etc. En fait, ça va permettre de nettoyer la forêt, en fait, tout simplement, de laisser ces feux faire. Mais le problème, c'est que quand les colons sont arrivés avec leurs gros sabots, ils ont dit quoi attendez, si vous voyez un natif qui touche à cette super belle forêt, vous lui tirez dessus. Ça me paraît normal. C'est pas logique. Logique, comme ferait tout bon colon qui se respecte. Donc en fait, ils ont fait ça sans jamais se rendre compte que ces forêts, si elles étaient si belles, c'est parce qu'il y avait une raison et qu'elles étaient vraiment entretenues par les gens qui étaient là. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec des arbres les uns sur les autres, du combustible à foison et plein à manger pour nos méga feux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certaines tribus se battent pour regagner le droit d'entretenir leur forêt.
et pour que nos pompiers en fait arrêtent de travailler contre le feu, puisqu'on ne peut pas éteindre un méga feu, mais qu'ils apprennent plutôt à travailler avec le feu. Et en 2021, Maxime Richet, il va revenir à Paradise. En fait, il va revenir pour continuer son travail photographique, pour voir où en est la reconstruction, etc. Et le temps de prendre l'avion, il est accueilli par un énorme panache de fumée. C'est ce que vous avez vu sur les photos dont vous me parliez là. En fait, le temps de son trajet en avion, il y a le méga-feu Dixie, donc le plus meurtrier de la Californie, qui avait commencé à ravager toute la zone autour de Paradise, encore. Donc en gros, 2 jours après le départ du feu, qui est parti sous les mêmes lignes électriques, les flammes léchaient les mêmes collines, le même canyon qu'en 2018, sous les yeux désespérés du coup des habitants, qui dans leur petite caravane tentent depuis 3 ans de reconstruire une ville et se rendent compte qu'en fait il y a un autre méga-feu qui arrive. Alors comment faire pour se prévenir d'une bête pareille qui dévore tout sur son passage ? Pas facile, vraiment. Parce qu'en réalité, le réchauffement climatique, désolé de vous le dire, mais il va nulle part. Et même si on arrêtait tout maintenant, si on arrêtait de prendre l'avion, de faire des mômes, on prendrait quasiment 3 degrés dans la gueule dans les prochaines décennies quand même. Donc nos méga-feux, ils sont à la fois une cause et une conséquence de ce réchauffement. Une conséquence parce que, à cause de toutes ces monocultures, des hautes températures, de la déforestation, les espaces naturels, ils sont affaiblis et asséchés. Cette sécheresse, elle les rend bien plus vulnérables au feu. Et un méga-feu, c'est une cause de ce réchauffement, parce qu'il est tellement énorme qu'il va générer une quantité astronomique de CO2. Par exemple, pour revenir sur le Black Summer en Australie et vous donner une petite idée du préjudice, les méga-feux de 2019, c'est 700 millions de tonnes de CO2, et en fait, c'est l'équivalent des émissions annuelles du transport aérien dans le monde. Oh bah ça va, alors on peut continuer de prendre l'avion finalement. Si on arrive à éteindre les on feux, choisit les méga-feux ou l'avion, mais il faut prendre une décision. Du coup, on peut travailler avec le feu, peut-être au lieu de travailler contre. On peut créer des zones tampons, comme on en parlait tout à l'heure, où on va brûler au préalable tout le combustible pour que le feu n'ait plus rien à manger. On peut aussi créer à nouveau des zones de pâturage pour que les troupeaux fassent le travail à notre place. On peut augmenter notre surveillance, la surveillance de nos forêts, on peut réduire nos impacts sur le climat, on peut ne pas jeter son putain de mégot par la fenêtre. Encore, on peut laisser les tribus indigènes continuer le travail qu'elles faisaient déjà au départ, c'est-à-dire entretenir les forêts. Et si en m'écoutant, vous ne vous sentez pas concerné, parce que chez vous ça ne brûle soi-disant jamais, parce que ça vous paraît trop lointain et peu palpable que les cendres des feux d'Australie se soient déposées sur des glaciers, créant une couche sombre qui a affaibli le pouvoir réfléchissant de la neige, accélérant ainsi la fonte des glaces, ou que la faune et la flore de plusieurs continents soient totalement flinguées, ou encore, si vous êtes vraiment encore plus anthropocentré, que des milliers de personnes meurent chaque année après avoir été exposées aux microparticules générées par les fumées, eh bien je vous conseille de faire ce que mon ami Jules ici présent conseillerait à ses étudiants, allez lire le rapport du GIEC. Mais si vous pouviez le faire en croquant du charbon, ce serait franchement mieux. Merci. En plus de ça, alors faut le savoir, le charbon c'est vraiment délicieux pour la digestion, mais C'est bon pour les dents aussi. Et c'est alors Chaud, pas trop chaud le pareil. charbon. Voilà, un charbon chaud. Ouais. Comme du D'ailleurs, cabécou ou du chèvre. Chaud. C'est vraiment bien. On peut dire aux auditeurs que le problème avec le réchauffement climatique actuel, c'est pas l'augmentation de la température brute. En réalité, c'est notamment un argumentaire climato-sceptique de « il a déjà fait aussi chaud ». Effectivement, oui, il a déjà fait aussi chaud. Alors après, on pourrait dire qu'il n'a jamais fait aussi chaud dans les écosystèmes dans lesquels on est. Par contre, factuellement, et surtout ça va continuer d'être plus chaud, mais c'est pas vraiment ça qui pose problème en soi. Si les écosystèmes avaient le temps de s'adapter, ça poserait pas problème. Le véritable problème du réchauffement climatique, c'est sa rapidité. Il n'y a jamais eu, de toutes les données qu'on a, il n'y a jamais eu de réchauffement aussi rapide et brutal global. Parce qu'il y a eu d'autres réchauffements ponctuels, localisés, etc. Et encore jamais sur une échelle de temps aussi restreinte. Mais le vrai problème, c'est ça, c'est que c'est trop rapide. Du coup, déjà, les écosystèmes n'ont pas le temps de s'adapter, mais plus problématique, et ce qui rend super difficile d'estimer ce que ça va être et comment ça va évoluer, c'est que le climat, pas qu'un système en fait, le climat ne peut pas s'adapter non plus. Ce qui fait que le véritable problème du réchauffement climatique, c'est pas la chaleur qui va augmenter au fur et à mesure, c'est l'instabilité climatique généralisée. C'est-à-dire, voilà, juste la machine va déconner. Et elle va partir dans n'importe quoi, et on a du mal en fait aujourd'hui à estimer toutes les boucles de rétroaction positive, donc tous les petits nœuds qui vont se déclencher et qui vont alimenter le tout et qui vont le dérégler, etc. etc. Donc c'est ça le problème, c'est la rapidité du phénomène qui rend le tout ultra instable. Et typiquement, les méga-feux, ça fait partie des paramètres qui alimentent le phénomène au fur et à mesure, en étant causé par... Complètement. Où est-ce que ça va brûler l'année prochaine ? Pronostic ? Dans le sud, comme d'habitude. Mais moi, je vais vous dire la garrigue. Là, on a
Là, on a un super phénomène d'El Niño qui est en train de se Oui, lancer à qui mort. arrive là, dans pas donc, longtemps, Mm. qui est en cours d'ailleurs. même. oui, qui apparemment va être super Oui. important et donc probablement en Amérique latine. Donc ça peut facilement cramer là. C'est bien parce que c'est bien, il y a beaucoup de bois là-bas. Amérique latine, non, justement, ils sont censés se taper des orages, enfin des Oui, énormes parce tempêtes que, pendant un en fait, El Niño. El Niño, c'est ça plutôt, fonctionne d'une certaine plutôt, manière bien australien. précise. Hmm. Ouais, Mais c'est plutôt on- australien où ils vont se taper plutôt des feux. Ouais. On va pas mal en parler cette année de El Niño, je pense. Mm. Sur cette chaîne. Probablement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je fais un peu de Oh, teasing, cool. mais ça viendra à un moment donné ou à un autre, peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les méga feux? Et ben, c'était le feu. Ouais. Merci, Et Manon. c'est quoi l'opposé du feu pour vous? Si on était dans un système de magie, De magie, classique, ouais. je te La glace. dirais, Bah, ce serait l'eau. ce serait l'eau. Ah, je suis d'accord avec Jules, ce serait la glace. Aujourd'hui, on va Ah, parler mais la d'eau. glace est une forme d'eau. Eh oui, on va parler d'eau Ouais. et d'eau gelée aujourd'hui et de glace. En fait, on va pas parler de glace aujourd'hui puisque parler d'un élément, ça va en un épisode. Par contre, on va parler d'une créature qui vit sur la glace. Est-ce que Les vous avez- pingouins. Les Pas pingouins. sur la glace. en plus. En dimanche, hein. Eh oui. Alors non. Bah, du coup, c'est pas la même espèce. Il y en a une qui vole et pas l'autre. Eh oui. Alors du coup, qui vole et qui vole pas pour Bah, toi non, mais c'est les pingouins qui volent et les manchots volent pas. Mais, Exactement, tout à du fait. coup, les manchots Ah, sur bien. la glace, c'est pas les pingouins. Exactement. Ouais. On va parler de À la manchots. base- On va parler de manchots, À la bien base, sûr. tous les pingouins volaient pas. Hein. On a dit- Oui, mais on parle de ceux qui sont vivants. Les autres, on s'en fout, ils sont morts. Petite parenthèse, est-ce que vous avez déjà vu ce dessin animé quand vous étiez môme avec justement un pingouin qui. Du coup, merde, je me suis perdue avec les Un pingouins et les manchots. Qui veut pas voler. Et qui peut pas voler et qui vraiment a envie de le faire. Et du coup, il ramasse un caillou pour l'offrir à sa copine. Et c'est le plus beau caillou de la plage. Mais en fait, elle se fait enlever par un mec et tout. C'est Les trop bien cailloux, que tu parles de cailloux. Attends, parce que là, t'es en train de nous faire déjà tous les éléments, donc il y a une métaphore filée, et en même temps, je suis en Je sais train de pas, réfléchir sur Mais ce qu'elle a dit. Jules, petite parenthèse, ce film a été fait par la même personne qui a fait Le Petit Dinosaure. What the fuck? Attends, lequel Le C'est 12, premier. 13, 14, le Celui qu'on n'a pas 18, pu regarder. le 22. Celui qu'on n'a pas pu regarder. Non, Mais, lequel, c'est voilà. La Vallée des Merveilles ou celui d'après? Oui, La Vallée des Merveilles. Ah, c'était le mien. Don Bluth. Don Bluth. Et du coup, il y a Don quand même Bluth. vraiment un truc avec un pingouin, un galet. En fait, c'est l'histoire de Yubi. Yubi, le petit pingouin. Attends. Et en ouais, fait, je- je connais ces Il veut, pingouins, mais, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Yubi le pingouin, tente-le. Et en fait, il veut donner, il est amoureux de Marina, si ma mémoire est bonne. Waouh, mon cerveau vraiment sélectionne des infos très importantes. Yubi, le petit qui, pingouin. Noir et blanc. Voilà. Et, Bordel. et en fait, il veut lui donner le plus beau caillou de la plage. Et sauf qu'en fait, elle se fait enlever par un gros mec hyper baraque et tout. Et voilà, il a un pote, tu sais, ces pingouins qui ont les trucs jaunes, là, comme ça. Ouais. Et bref, voilà, il y a toute une histoire. Et pourquoi Yubi, il a la gueule de Coluche? Ah, Je sais vraiment mec. pas. C'est ce que. Tant que j'ai pas vu, attendez. Oh, Parce qu'on déconne, genre, là, moi je suis sur Allociné, j'ai l'affiche et on est d'accord que genre le Yubi c'est Coluche en fait. Hein. Il a l'écharpe, le nez rouge. Il a J'avoue le qu'il béret, a une gueule un peu ouais. particulière, quoi. on va c'est dire. Coluche, sa copine concrètement c'est une. Ah, vous voyez, en plus, on voit le mec hyper baraque. Oui, il y a le Derrière, là, méchant, il fait là. des cartes. on Ouais. voit, ouais, il a vraiment une sale gueule. Et ça, et son C'est des meilleur cartes pote c'est Yu-Gi-Oh, du coup. Sasuke quoi. Hmm. Un Je peu. saurais plus vous dire Sasuke. comment ça se solve cette histoire, Sasuke, mais en tout ouais. cas, voilà, une superbe histoire de pingouin, sachez-le. De manchot, du coup, donc, si on De veut manchot. parler dans la langue de Molière. Ouais. Et oui, aujourd'hui, on va pas parler des langues pingouins manchots, parce qu'en réalité, j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, puisque cette saison, c'est la saison des manchots, parce qu'à chaque épisode, je vais parler d'une espèce de manchot en particulier sur les 18 Trop qui bien. existent. Donc, si je vous dis manchot, vous pensez à quelle espèce? Et en fonction de l'espèce que vous choisissez, on prendra celle-là, si jamais elle n'a pas été faite encore. J'ai manchot empereur, mais du coup, je présume que Ouais, ça doit là, déjà Ah ouais, avoir moi, été c'est fait. un peu le seul que Bah, je vois. hein. Mais Ouais. Est-ce que Moi, je vous connais avez... pas très bien le manchot. moi j'aime bien les manchots effectivement, ceux qui ont les deux crêtes là, on dirait des Ah espèces ouais. de punk là. Hmm, T'aimes bien les punks? Ouais, Comme le Ouais. pote de Yubi. Comme le pote de Comme Rocco. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça comme espèce du coup? Non. Ça c'est des gorfous. Hmm. Ah oui, je connaissais. Oui, Pas oui. ouf comme nom. Les Gorfous. gorfous. Alors vous savez quoi, je vais vous laisser le choix parce que je suis un peu un fifou. Gorfou. Pardon. Non mais les gorfous, on peut les gorfous. Oui bien sûr, mais attends, mais il existe plein d'espèces Parce de que c'est gorfous vraiment des différentes. deux.
Donc C'est vraiment des gueudins, c'est pour ça. on va justement essayer d'aller trouver une espèce de gorfou qui vous plaise et on parlera de celle-là. Alors, vous préférez le gorfou sauteur, le gorfou macaroni, le gorfou des îles Snar, le gorfou huppé, le gorfou de Schlegel ou le gorfou des Fjordland? Macaroni, bien sûr. Donc, on part sur le macaroni alors, on dit qu'on fait ça? Il y a vraiment genre un piaf qui s'appelle le gorfou de macaroni. Mais bien évidemment, vous avez choisi une longue chronique. J'espère que vous avez eu du temps. Oui. Attendez, hop là. Bon. Alors, le J'ai une pizza, j'ai tout mon temps. macaroni, qu'on appelle aussi le gorfou doré. Doré. Exactement. Ah, waouh, c'est Oedipe Chrysolophus de son nom scientifique. Il appartient au genre Oedipe, qui est le genre en fait finalement des gorfous, et qui se caractérise par les petites aigrettes de punk là, que vous m'avez décrites, les plumes jaunes au-dessus des yeux. Et pas par le fait qu'il ait baisé sa mère. Oui. Non, pas du tout. En effet. En fait, ça vient du grec par contre, effectivement, Oedipe, et ça veut dire bon plongeur. Donc, je sais pas s'il faut y voir une métaphore avec la mer, justement, dans les deux cas. Mais en tout cas, sachez-le. Que le gorfou macaroni se déplace dans l'eau à environ 7,5 km par heure en marsouinant. Le marsouinage, c'est quand vous faites des petits sauts comme ça, comme un marsouin finalement. Voilà. Il peut plonger jusqu'à 10-15 fois par heure pour se nourrir. Et les gorfous macaroni sont avec les gorfous de Schlegel, les seuls dont les aigrettes se rejoignent au niveau du front. En gros, il a un espèce de monosourcil. L'espèce ne présente pas de dimorphisme sexuel clairement visible. Les mâles sont simplement légèrement plus grands, en moyenne 10% de plus, notamment vis-à-vis de leur bec. À ce propos d'ailleurs, le gorfou macaroni mesure une taille d'environ 70 cm. Il a un poids qui varie entre 2,4 et 3,6 grammes. Kilos, pardon, grammes, le truc il est ultra léger. Il a un bec de 5,5 cm et des ailes qui font quand même 17 cm. Donc il a des grandes ailes pour un corps qui est quand même relativement de taille moyenne. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que vous n'étiez pas là, le manchot empereur, lui, il fait entre 1m20 et 1m30. Voilà. C'est balèze, c'est quand même aussi grand qu'un enfant, quoi. Oui, Tu et as l'air encore, vous connaissez pas le manchot préhistorique dont j'ai déjà parlé dans une autre chronique qui me faisait 1m70. Voilà. Ah, il pouvait te J'ai mettre trop des hâte tatanes, d'écouter genre, toutes ces Il chroniques sur pouvait les arriver et manchots. te donner Trop des bien. coups de bec comme ça dans la gueule et pour venger ses ancêtres. Ouais, tu pouvais faire un tête-tête avec un manchot. Le nom macaroni provient de leurs aigrettes qui ressemblent à un type de chapeau porté par les jeunes Anglais du XVIIIe siècle. Parmi le genre Oedipe, ce sont ceux vivant le plus proche de l'Antarctique, avec même une colonie sur la péninsule antarctique. Vous pouvez aller voir une carte de l'Antarctique si vous voulez. La péninsule, c'est l'espèce de petite crotte là, qui sort d'un des côtés de l'Antarctique. Ils forment des colonies sur les hauteurs des côtes, nécessitant souvent de marcher plusieurs centaines de mètres depuis la mer et sur de fortes pentes. Ils passent 75% de leur temps en mer. Ils ont la tête noire, deux aigrettes jaunes et touffues, donc, comme on le disait, le dos noir, la face intérieure des ailes blanches, les pattes sont roses sur le dessus et noires en dessous. Les ados sont plus petits avec un menton et une gorge grise, des aigrettes un peu plus pâles et plus courtes que les adultes, alors que les poussins, quant à eux, ont la tête et le dos recouvert d'un duvet gris-marron, si c'est pas mignon. Les faces Non, intérieures des Non. ailes... Non, c'est pas mignon. non, pas du tout. En fait, on a choisi le manchot, genre probablement le moins swag de la Terre. Mais vraiment, genre, il a un double menton, il est gras sous les ailes. Genre, avez il a choisi monosourcil, un il a punk rien, anglais il a rien obèse qui en va, fait. quoi. Mais ouais, mais c'est exactement. Non, mais je crois que je l'aime encore mieux du coup. Je l'aime Du vraiment coup- encore plus. Du coup, genre, on peut pas dire qu'il est classe, quoi. Mais par contre, je l'aime trop, quoi. Bah, c'est le vôtre Voilà. maintenant. C'est le vôtre. Pas Complètement. classe, mais il est trop bien, quoi. Animal totem général. Ah, t'es ouf. Les faces intérieures des ailes sont recouvertes d'un duvet blanc chez les poussins. Alors comment ça fonctionne? Les colonies de nids peuvent être grandes et denses sur les côtes rocheuses ou des falaises jusqu'à des centaines de milliers d'individus. Dans les grandes colonies, il existe des routes d'accès qui sont tracées à l'intérieur de celles-ci. La plupart sont du temps monospécifiques et il n'est pas rare d'y voir des gorfous sauteurs, d'autres types de gorfous qui vont eux s'établir sur des rochers très proches de l'eau. Donc en gros vous avez plein d'espèces de gorfous qui cohabitent un petit peu dans tout ça. Les colonies sont souvent situées dans des zones dénudées, érodées, mais aussi dans des éboulis rocheux ou entre des petits morceaux de végétation. La pente du terrain peut être nulle ou alors très forte. Les zones de stationnement sur les sites de nidification au pied des falaises côtières ou dans les criques sont dépourvues d'herbe car le piétinement l'empêche de pousser. Le piétinement des manchots, du coup.
Ils ont quand même des milliers d'individus qui vont aller piétiner un coin. Bien que localisés le plus souvent sur les côtes, les colonies peuvent se trouver parfois jusqu'à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur des terres. L'accès aux colonies par la mer peut parfois être difficile et périlleux car les gorfous accèdent directement d'une mer agitée à la terre par des éboulis rocheux. Vous avez des tas de vidéos sur internet de manchots qui chopent une vague et qui après vont sauter et tac, réatterrir les pieds directement sur la roche ou manquer de se péter la gueule puisque pour rappel ils n'ont pas de bras. Les vocalisations des gorfous dorés sont similaires à celles des autres espèces de gorfous. Ils sont spécialement bruyants dans les colonies quand ils établissent leur territoire et quand ils vont former des couples. Ah oui, parce que chez la plupart des manchots, on se gueule dessus pour pouvoir retenir le cri de son partenaire. Une fois que les œufs auront été pondus, ils vont tous redevenir beaucoup plus calmes. Pendant cette période, les partenaires, comme je vous le disais, ils ont retenu la vocalise de leur compagnon, ils vont utiliser ces vocalises pour pouvoir se retrouver du coup dans cette mégalopole de gorfous finalement, et pour pouvoir alors échanger finalement leur rôle. En effet, il y en a un qui va couver pendant que l'autre va chercher de la bouffe, et on va alterner comme ça pendant un certain temps. Alors, un individu qui veut appeler son partenaire se trouve alors en compétition avec les vocalisations potentielles d'un millier d'autres oiseaux et doit composer avec un environnement au bruit de fond important et peu d'indices visuels. Des études sur le terrain suggèrent que les gorfous dorés parviennent à communiquer grâce à une signature acoustique unique propre à chaque oiseau. Les vocalisations enregistrées dans les colonies de Géorgie du Sud ont un rythme plus rapide et une hauteur plus basse que celle des îles Kerguelen ou des îles Crozet. Les femelles gorfous dorées sont aptes à la reproduction à partir de 5 ans, les mâles quant à eux doivent attendre l'âge de 6 ans. Cette différence d'âge est compensée par le fait que les femelles sont moins nombreuses que les mâles. Les mâles arrivent en premier dans la mégalopole de gorfous, les femelles en second, et du coup c'est quand les femelles arrivent que la cour va commencer. Les mâles vont la faire pour attirer des partenaires et marquer leur territoire. Il peut parfois y avoir des combats assez violents entre les mâles pendant cette période. Les gorfous dorés défendent le territoire du nid en donnant des gros coups de bec et en mordant. C'est par exemple le cas des femelles incubantes contre des mâles célibataires qui les harcèlent. Parce que oui, du coup, les mâles manchots, quand ils n'ont pas de meuf, ils vont essayer d'aller en trouver qui sont déjà établis. Bouh les incels. Il y a des incels chez les gorfous aussi, ouais. Alors, il y a des incels gorfous, mais ils sont pas racistes, puisqu'ils partagent du territoire avec d'autres, donc prenez-en aussi de la graine. Et oui. Soyez de moins mauvais incels. Soyez de moins mauvais incels. Par contre, je rebondis également, j'en profite. T'as dit que du coup, ils utilisaient des signatures vocales uniques. Ce que je trouve absolument incroyable, parce que forcément, concrètement, c'est comme si vous essayez de retrouver votre moitié perdue dans la Paris Games Week ou dans le métro parisien. C'est exactement ça, et on n'y arriverait pas. Voilà. Et ce serait très compliqué pour nous. Mais par contre, Manon avait dit dans son film là, qui avait l'air d'être totalement scientifique, que le petit Yumbi il ramenait un petit caillou. Oui, c'est parce que en fait, au moment où elle a parlé de ça, je pensais que j'allais faire la chronique que j'avais prévue, c'était sur les manchots d'Adélie qui eux s'offrent des cailloux en cadeau. Donc du coup, comme vous êtes parti sur le gorfou macaroni parce que vous l'avez trouvé marrant, bah il y aura pas de cailloux. Eux, ils font juste que se gueuler dessus. D'accord. Oui, mais je veux un caillou. Oui, mais du coup, c'est sympa. Faudra revenir pour le manchot d'Adélie. Voilà. Je serai là. Mais du coup, ça veut dire que non, parce que du coup, c'est diamétralement opposé, parce que le manchot d'Adélie c'est totalement au sud. Le manchot d'Adélie, ouais, il est full antarctique, il vit en même temps au même endroit que les manchots empereurs. Vous avez d'ailleurs un super documentaire sur les manchots d'Adélie, c'est pas du tout le sujet, mais j'en parle quand même, qui a été fait par Disney, qui allait filmer là-bas et qui a filmé les équipes scientifiques françaises sur place. Bon, eux, ils en ont sorti un film à la con sur la vie d'un manchot d'Adélie qui trouve pas l'amour, mais en fait, si vous regardez le making-of, vous avez plein d'informations sur l'espèce de manchot. Mais du coup, le film que tu regardais, Manon, il est pas du tout correct parce que le pote à Yumbi, Rocco, c'est un gorfou doré, alors qu'ils vivent pas du tout au même endroit. C'est complètement, c'est complètement. Mais je pense qu'on peut appeler Don Bluth pour lui dire. C'est important. Pour lui dire que c'est un connard. Ouais. Qui connaît pas la réalité historique de nos yeux. Il s'est pas bien renseigné. Il faudra qu'on re-regarde le petit dinosaure pour être sûr. Qu'il était accurate aussi sur les dinosaures. Sur les dinosaures, bah ouais. Déjà ils ont pas de plumes. Un stégosaure. Et il y a des. C'est pas clair, hein, parce que ça, on sait pas trop si ça se passe au Crétacé ou au Jurassique, le petit dinosaure. Pas hyper clair.
Enfin bref. Ça se vérifie super facilement. Attendez, bougez pas. Hop. Hop là, tac tac tac, il regarde son écran sur le côté. Hop, Alors, on va le laisser vérifier comme ça. vas-y, Faire poursuis. un aparté dinosaure. Non mais déjà c'est Ça va être plus sûr difficile. parce que ah non, si c'est facile parce que dans le petit dinosaure t'as un Triceratops, un Ah oui, forcément stégosaure. Jurassique. Ah non, le bah stégosaure, non. c'est... Non, Ah non, C'est Crétacé, stégosaure, pardon. non, Il y a un stégosaure, T-Rex c'est aussi. Jurassique. c'est Stégosaure, c'est Triceratops. Jurassique. Oui, donc du coup, ça n'a aucun Triceratops, sens c'est à partir du Crétacé. moment où tu mets un T-Rex dans Et un truc le- qui se passe au et- Jurassique. Et petit pied c'est un Diplodocus. Et Diplodocus c'est Jurassique. Donc ça n'a rien à foutre là. Triceratops, Ça peut être a rien à foutre ici. un argentin. Sauf si en réalité Petit Dinosaure ne se passe pas à l'époque des dinosaures, mais sur Isla Sorna. Alors ça, effectivement, l'avenir ne nous le dit pas. Enfin, le passé. Le passé. Enfin bref, retour au présent et retour au Gorfou Macaroni. Les couples du coup utilisent des comportements nuptiaux à l'emplacement du nid pour marquer les échanges de couvaison. Pour faire la cour, le Gorfou doré, puisqu'on parlait des cailloux, mais le Gorfou doré lui s'incline en avant. Il fait des bruits lancinants, lève la tête jusqu'à ce que son cou et son bec soient complètement verticaux. Dans cette position, il fait onduler sa tête d'un côté de l'autre et crie brillamment. Blah comme ça. Les partenaires s'inclinent l'un vers l'autre et se lissent les plumes. La surveillance dans les colonies de Georgie du Sud a montré que les 3/4 des couples sont reconduits d'une année à l'autre. Ce qui fait que le Gorfou Macaroni, ça a beau être un gros incel quand il est célibataire, une fois qu'il est en couple, il est très fidèle, il est complètement monogame par rapport à d'autres espèces de manchots qui, eux, ne le sont pas du tout. Les Gorfous dorés adultes s'accouplent généralement en octobre et pondent leurs œufs au début novembre, ce qui, pour rappel, dans l'hémisphère sud, correspond donc au printemps et à l'été, et non pas à l'automne et à l'hiver. Le nid consiste en un raclement superficiel du sol qui peut être entouré de cailloux, de rochers, d'herbes, de touffes de tussac, donc c'est une sorte de graminées. Les nids sont densément regroupés et se répartissent généralement entre 66 et 80 mètres à partir du centre de la colonie. Une femelle pond normalement 2 œufs par an. Le premier pèse entre 90 et 94 grammes, soit environ 2/3 du poids du second qui lui va osciller entre 145 et 155 grammes. Ce premier œuf a donc peu de chances d'éclore. Les 2 œufs représentent en moyenne 4,8% du poids du corps de la mère et sont composés à 20% de jaune, 66% de blanc et 14% de coquille. Comme pour les autres espèces de manchots, cette coquille est épaisse pour minimiser les risques de casse et le jaune est important, ce qui correspond à une naissance à un stade avancé de développement. Et on peut faire des grosses mouillettes. Oui, tout à fait, ce que beaucoup d'humains ont fait au 19e siècle et au début du 20e siècle, mais on y reviendra. La couvaison se répartit en 3 sessions d'environ 12 jours sur une période de 5 semaines. La première session est tout d'abord assurée par les 2 parents, ensuite le mâle laisse la femelle et lui il part dans l'eau. Quand il revient, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il la remplace jusqu'à l'éclosion. Mâle et femelle vont jeûner pendant de longues périodes lors de la couvaison. Le mâle il va jeûner 37 jours et la femelle 42 jours, puis le mâle à nouveau 36. Ils vont quand même perdre jusqu'à 40% de leur poids. Puis les Gorfous dorés vont finir par quitter leur colonie et se disperser dans l'océan entre avril et mai, soit donc au début de l'automne et de l'hiver. Mais avant ça, l'œuf éclot, bien évidemment. Le mâle s'occupe du petit pendant 23 à 25 jours, notamment pour le réchauffer, le temps que ses plumes se développent. La femelle va continuer d'apporter de la nourriture tous les 1 à 2 jours. Quand il n'y a pas d'adultes pour les protéger, les petits Gorfous vont former des petites crèches, c'est trop mignon, jusqu'à ce que leurs plumes d'adultes soient développées au bout de 70 jours après leur naissance. C'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, qu'ils pourront eux-mêmes plonger dans l'océan. Car s'ils le font avant, ils meurent, parce qu'ils n'ont pas des plumes qui sont adaptées à l'eau et au froid. Les pauvres. Et oui, c'est très 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 triste. C'est très 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 triste parce qu'en fait quand un Gorfou se jette dans l'eau, il est la proie de différentes créatures telles que les requins, les phoques à fourrure, les phoques léopards, mais quand ils sont sur terre, notamment pour les bébés ou les œufs, ils se font dévorer vivants par d'horribles pétrels géants et autres mouettes. D'ailleurs, soit dit en passant, dans chaque chronique, à chaque fois, il y a toujours une petite info sur un prédateur du manchot. Sachez qu'il existe 9 espèces de phoques ou otaries à fourrure. Elles sont réparties un peu partout sur l'hémisphère sud. Leur point commun à toutes les 9 espèces, c'est qu'elles adorent manger des manchots au petit déjeuner. Une information que j'avais déjà précisée lors d'un autre épisode, sachez qu'un phoque peut manger jusqu'à 15 manchots par jour.
Ah, quand même Ouais. 15. 15. Bon, en même temps, ils C'est sont censés énorme. être des dizaines Ouais, de c'est- milliers, c'est mais beaucoup. putain, c'est beaucoup 15. Hein. Ouais, donc quand vous êtes un manchot, vous faites en plus que 2 œufs, vous avez quand même peu de chances que votre espèce puisse vivre tranquillement. Mais tout va bien, parce qu'ils sont des milliers, donc je veux dire, ça va, l'espèce elle est tranquille. Oui, voilà. Non, enfin, je ça, veux dire, c'est ils vont cool. bientôt grand remplacer tous les habitants du Easy. pôle sud, quoi. Sachez que les gorfous sont eux-mêmes des prédateurs puisqu'ils mangent du krill, des céphalopodes et des petits poissons. En mer, le gorfou doré va utiliser 2 environnements différents. Un, les plateaux continentaux proches. C'est là où ils vont aller pendant l'élevage des poussins parce que c'est pas très très loin. Et en dehors de la période de reproduction, ils vont aller dans des eaux océaniques assez lointaines. Ils pêchent en plongeant, en poursuivant leur proie sous l'eau, sous l'eau, le plus souvent entre 10 et 60 mètres de profondeur. Mais les scientifiques ont déjà enregistré des plongées jusqu'à plus de 150 mètres de profondeur. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver des gorfous dorés ? Il est très largement répandu dans les eaux australes de l'océan Indien, de l'océan Atlantique. En mer, c'est un oiseau pélagique qui s'écarte assez loin des terres. Il est majoritairement observé entre les longitudes 45 et 60 degrés sud, du front polaire aux eaux antarctiques. Les colonies de gorfous dorés se situent au nord et au sud du front polaire, qu'on appelle aussi d'ailleurs la zone de convergence antarctique. Il va nicher sur la péninsule, comme je vous le disais, ainsi que sur la plupart des îles subantarctiques des océans Indien et Atlantique. En hiver, ils sont régulièrement observés dans les eaux profondes du front polaire, ce que je vous disais, blablabla. Toutefois, fun fact, on a retrouvé parfois des individus erratiques en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, au Brésil, ainsi que sur le continent antarctique hors de la péninsule. Ce qui veut dire que c'est techniquement possible finalement que Yubi ait un pote gorfou. Ah Ah ah, Yes. retournement Pas de si con que ça, situation. Don Bluff. Finalement, il connaît son sujet, hein. Eh oui. Bon, globalement, la population de gorfous a quand même baissé d'au moins 20% en 36 ans, donc en seulement 3 générations. Notamment, cette classification vulnérable repose sur des études locales à l'ensemble de la population. La raison principale, c'est la surpêche. Alors, aujourd'hui, la population est estimée quand même à 9 millions de couples. Donc, sur les îles Crozet, il y a 1 million de couples. Sur les îles Heard et McDonald, il y a 1 million de couples aussi. Les îles Kerguelen, 1,8 million de couples. En Georgie du Sud, 2,5 millions de couples. Et on en trouve également sur des îles proches de l'Amérique, comme par exemple pas très loin des Terres du Feu, les îles Malouines et les îles Sandwich. Donc, il n'a pas encore trop de soucis à se faire, celui-là, vous avez choisi un manchot qui est encore un peu pépère, mais au fur et à mesure de ces différentes chroniques, vous découvrirez qu'il y en a plein qui sont en train de mourir, notamment, et un petit teasing, à cause de El Niño, pour ceux qui sont situés justement sur le côté de l'océan Pacifique. Mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, j'espère que vous êtes content du manchot que vous avez choisi, car il en reste Trop maintenant content, il est super. Il en reste maintenant encore 15 autres à faire. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, il y en a beaucoup. Hein. Bah, ils sont pas tous Il est aussi vraiment bons que super. ça. Moi, j'ai Merci. trouvé hyper intéressant, déjà. Ouais, merci. Et j'ai juste une petite reco à faire avant qu'on termine. Oui. Parce que vous savez, bon, je travaille dans un magasin de BD. Ah. Ça m'arrive d'en lire également. Et vu qu'on est un petit peu dans le sujet, j'en profite pour vous citer l'extraordinaire bande dessinée de Marion Montaigne. Si vous ne la connaissez pas, elle gagne évidemment à être connue par vous. N'hésitez pas à aller la suivre sur tous ses réseaux. Marion Montaigne, c'est l'autrice de Tu mourras moins bête, de La combi de Thomas Pasquet, etc. Et elle a sorti son dernier bouquin qui s'appelle Nos mondes perdus. Et c'est en lien direct avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur le climat et sur les espèces qui disparaissent. Puisque Nos mondes perdus racontent notre fascination pour les grosses bébêtes qu'on appelle aujourd'hui des dinosaures. Jusqu'à vous expliquer pourquoi on utilise ce terme, qui l'a trouvé, pourquoi la place de la femme dans la paléontologie c'est aussi compliqué, et pourquoi en fait Jurassic Park il représente le tyrannosaure avec cette gueule de cinéma absolument incroyable, alors qu'il y a pas plus tard que même pas 200 ans, on les imaginait en train de patauger joyeusement dans la gadoue, complètement placide, à ressembler à des espèces plus d'hippopotames que de véritables terribles dinosaures ou de lézards terribles. Voilà, je vous invite à aller lire ce truc, c'est un petit bijou d'humour, elle met beaucoup d'elle-même dans ses bouquins, et surtout, ça fait pas mal de lien avec tout ce qu'on a dit ce soir. Enfin, pour nous, c'est ce soir, mais vous l'écoutez quand vous voulez, bien entendu, le podcast. C'est hyper cool. Ça questionne pas mal notre monde et justement sur notre future extinction, notre future disparition et sur toutes celles qui ont précédé. Puisque Nos mondes perdus porte bien son nom, puisque on parle beaucoup de l'extinction des dinosaures, mais il y en a eu plein avant. Et on en parle beaucoup moins. Alors pourquoi les dinosaures ont autant fasciné et beaucoup moins les ammonites? Je vous laisse deviner pourquoi. Mais tout ça, elle l'aborde avec beaucoup d'intelligence et d'humour dans son bouquin. Voilà, c'était juste pour le Et placer. tu le recommandes sur quelle tranche d'âge?
Je Pour quelle repars. tranche d'âge Pour moi, c'est à partir de fin collège, je dirais. Ok, stylé. Une fois qu'on a vu un petit peu les théories darwinistes, il y a pas mal aussi de comment ça s'appelle, de questionnements théologiques à l'intérieur, puisque jusqu'au 19e siècle, avant la séparation de l'Église, enfin même 20e siècle, hein, la loi de séparation, en tout cas en France, de l'Église et de l'État, c'est 1905. Donc c'est tôt, en fait, il y a pas très longtemps. Et en fait, jusque-là, aller dire qu'une création a été détruite par Dieu, c'était complètement de l'hérésie. Du coup, c'est assez récent, finalement, les progrès archéologiques et paléontologiques qui en ont suivi. Du coup, tout ce qui se passe avant, concrètement, il faut trouver toujours une justification divine. Et c'est très intéressant de voir qu'effectivement, ça, sociétalement parlant, ça a été de plus en plus accepté à mesure que quand on croise les sources historiques et tout ce qui se passe au niveau de l'échelle historique, et une fois qu'on croise comment dire, toutes ces données, on se rend compte que ça va avec l'évolution des mentalités vers une laïcité qui aujourd'hui est la nôtre et une appétence de la science, qui n'était pas forcément le cas au début des premières découvertes archéologiques. Voilà. Ok. Donc j'irais Cool, fin merci. collège. Et vous pouvez y aller, c'est de la balle, c'est très drôle. Et elle parle de plein de trucs. Ok. Et allez-y, c'est rigolo. Merci du conseil et puis surtout merci à vous trois d'avoir été présents ce soir. Sans vous, cet épisode n'aurait pas été le même puisqu'il n'aurait tout simplement pas existé en fait. Donc franchement, merci beaucoup à vous trois. Merci aussi à nos nombreux auditrices et auditeurs qui sont présents, qui sont tous là en train d'applaudir en masse, Clap, bien clap, évidemment. clap, clap. Ouais, regardez. Ouais. Voilà, merci beaucoup à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le faire savoir aussi. Mettez des commentaires, c'est chouette les commentaires. Moi je les lis tous parce qu'en même temps il n'y en a pas beaucoup. Donc essayez d'en mettre beaucoup jusqu'à ce que j'ai la flemme de les lire. Ça serait chouette. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine. Et si mon petit agenda ne se trompe pas, la semaine prochaine, vous retrouverez normalement Nicolas, Roman et Sébastien pour parler, je ne sais pas trop, peut-être, encore une fois, d'industrie lithique. On verra la semaine prochaine. Sur ce, des bisous et puis je vais laisser le mot de la fin à nos trois invités. Jetez pas vos clubs par terre. Oui, elle a raison. Le petit dinosaure, c'est peut-être accurate. Ah oui, alors du coup la réponse. C'est pour ça que t'as Ah le ouais, sourcil en français depuis tout à l'heure. Je vois C'est pour ça qu'il dit plus hyper rien depuis 10 focus minutes. avec le sourcil français. Attends, mais du coup on veut la réponse maintenant là. Le diplodocus dont tu parlais, c'est totalement, ça peut totalement être un Argentinosaurus, de ce que je vois. Je vois pas de stégosaure, donc en soi ça peut matcher avec le Crétacé. Et il y a une bestiole que je sais pas trop ce que c'était, mais ça peut totalement être un ankylosaure bébé, donc en fait ça marche. Par contre, les T-Rex n'ont pas 3 doigts, donc du coup ça fonctionne pas. Mais voilà. Non, je suis désolé. Et ils ont pas assez de plumes. Mais il y en a 2-3 deux qui ont des plumes. Il y en a un, il s'appelle Pointu, c'est un stégosaure, et à côté de ça, il y a Becky, un saurolophus. Techniquement, c'est un hadrosaure à bec de canard, et les hadrosaures, c'est Crétacé. Et Serra, une Ok, petite donc j'avais pas vu les deux là. Ah, Et bon, peut-être c'est bon, vu tout les- va bien. Et Pteranodon, Crétacé supérieur. Bon. Et en plus de ça, Pachycephalosaurus, présent. Donc Pachycephalosaurus, bien. Putain, j'ai le doute maintenant. Je suis pas tombé sur supérieur aussi. Beaucoup de choses du Crétacé supérieur en fait, mais il y a vraiment la présence du stégosaure qui est complètement anachronique. Mais après, pour nos auditeurs, si vous vous intéressez au Crétacé supérieur, il y a une série qui s'appelle Préhistorique Planète, qui est absolument incroyable, Ouais. en 2 saisons, qui fait Quoi vos vies. En 2 saisons? Il y a que des Oui. rebondissements dans cet épisode. Attends. C'est incroyable, il y a tout qui m'échappe. Comment ça, il y en là. a une deuxième? Si tu n'as pas vu la 2e saison, c'est que tu n'as pas vu les bébés raptors et que ta vie n'a pas encore de sens. Ah oui, d'accord, ok. Je vois les Ah oui. deux raptors, c'est sûr. Au revoir, merci. En tout cas, merci Au pour toutes ces revoir. informations. Merci, J'espère Jules. que ce que vous aurez retenu, c'est Don Bluth et pas du tout toutes ces histoires de méga feux, de réchauffement climatique, bien sûr, et de pingouins et de manchots. C'est trop bien les gars. Et, vive les gorfous Vive macaroni. les gorfous macaroni. Et surtout manger des pâtes. Sur ce, je vais m'en faire, exactement. Bien joué. Bye. Au revoir. Merci beaucoup. Tu as Et let's go. tout à fait bien fait. Mais du coup, j'ai rien, ouais, évidemment. vous en- Oui, bah après, t'as un sens de l'improvisation qui est souvent incroyable, donc... Moi, j'étais là en train de réfléchir en mode. Les putain, deux tarifs feront la fête. Je crois que j'ai jamais regardé Avatar. Je crois que je leur ai jamais parlé d'Avatar, le dernier maître de l'air.
Puis du coup, je suis allé sur YouTube, Mais j'ai si, regardé tous les trucs que t'avais dit. Et là, je regarde, il y en a quand même eu de 40 40 minutes, ouais, à peu près. Quoi Je Tu peux en refaire une deuxième hein, si tu veux. vais faire une mise à jour, mais bon, il n'y a pas beaucoup de Tu mise peux à parler de la jour. légende de Korra, je sais plus si t'en avais parlé ou pas. Si, j'avais dû le. Ouais, mais je l'ai pas revu depuis très longtemps. Donc... T'as préparé un truc, toi, Marc? Oui, moi j'ai. Bah, tu sais, moi j'ai. Ah oui, t'avais des trucs J'ai de des base. trucs ouais. de base qui sont Il a prévus plein de depuis sujets à mettre, lui. J'ai des trucs prévus depuis très Comme longtemps. ça, dans ton chaudron Voilà, à vraiment sujet. chaudron. Bah là, ça va être un chaudron assez unique, mais vous allez voir. Bah, si vous êtes chaud, bon appétit du coup, Jules. Ouais. Et on va pouvoir s'y jeter. Non mais t'inquiète, c'est pas grave. Le c'était petit pas- garçon il y avait pris pas sur de- le T'as le droit de manger. T'as le droit de manger, c'est pas grave.